lock in defensively. Hey, we get a stop going in the half. 1, 2, 3. Attack, attack, attack. And a chase down block. He erased it. Bingo! It's showtime! MVP, baby! He didn't do that, did he? Slam dunk! Tie game with 5 seconds remaining! Shot! What a perfect ending to a historic day! Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 132 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour cet épisode, le dernier de nos previews. Si vous avez suivi au premier épisode, on avait eu Alan et Tom. Au second, Pierre et Tom. Logiquement, petit problème de CE1. On a cette semaine Pierre. Ça va Pierre ? Ouais, ça va, salut tout le monde. Et Alan pour conclure le cycle. Ça va Alan ? Salut les gars, ouais, ça va très bien. Alan qui, et là on peut mettre une musique, je sais pas, d'église. Alan qui a sorti un épisode de One and Done. Bravo. On applaudit. Merci. Oui, c'était attendu, je crois. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et j'espère que ça sera le premier d'une longue série. Cette fois-ci, on est sur du sérieux. Faut pas le croire. Non, c'est pas moi Alain Juppé du podcast. Ce n'est pas moi. C'est vrai. Mais il faudra trouver un autre homme politique. Mais on est content, on vous invite à écouter l'épisode d'Alan sur les joueurs NCAA qui reviennent. Donc forcément, ce sont des potes d'Alan de base. Hein. Vous savez qu'il adore ça quand les mecs retournent en NCAA. Voilà, c'est ça. Des décisions extrêmement intelligentes, on va dire. Nous, cette semaine, comme je l'ai dit, c'est le 3e épisode des previews. Vous commencez à connaître la chanson. Première partie, les questions qu'on va creuser. Seconde partie, des questions rafales plus ou moins violentes. Et enfin, la prédiction folle. On vous rappelle, comme chaque semaine, de nous suivre sur Facebook et Twitter et avant tout sur les plateformes où vous nous écoutez. L'occasion pour nous de vous annoncer, c'est mieux dans ce sens-là, que l'on est maintenant présent sur Spotify. Pour les adeptes de la plateforme, vous pouvez vous abonner sur Spotify. Ce qui fait que maintenant, si on résume, on est présent sur iTunes ou Apple Podcasts, comme ils appellent ça, Spotify, Stitcher, SoundCloud, Podcast Addict, les à peu près 1 milliard d'applications où on peut écouter des podcasts, et YouTube. Il n'y a plus de raison pour pas nous écouter, en fait. Enfin, j'en trouve plus, là. Honnêtement, je suis un bon menteur, j'en trouve pas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous nous écoutez et nous écouter chaque semaine. Vous le faites de plus en plus. On voit les stats. On a un audimat de plus en plus grand et on vous en remercie. Et moi, je vais pas plus épiloguer sur cette intro et on va commencer juste après la pause par la première partie, les questions que l'on creuse. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Première partie avec des questions que l'on creuse. On va être honnête, on s'est un petit peu adapté à l'actualité pour cette première question. Combien de temps avant que Jimmy Butler tue un membre de l'organisation des Wolves ? Alors, vous êtes forcément au courant, Jimmy Butler a fait un petit numéro au premier entraînement de la saison des Timberwolves. Un numéro que Pierre, tu m'as dit, on va peut-être commencer comme ça, qui a été un petit peu théâtralisé, on va être honnête. Oui. Après, moi déjà, je comprends pas pourquoi il allait à l'entraînement. Première chose, pourquoi t'y vas ? Bon, voilà. Après, si c'est pour faire ça, pourquoi pas. Mais c'était un peu théâtralisé. Je pense qu'il avait prévu le coup parce qu'on sait que il y a eu Woj a directement tweeté ce qui avait été dit à l'entraînement, etc. Et il y avait une interview prévue directement après avec Rachel Nichols. Enfin, ça fait quand même beaucoup de coïncidences qu'il y ait des journalistes, qu'il y ait une interview après où il s'explique dessus, qu'il ait pas mal de ces choses-là. Donc en gros, je pense qu'il avait prévu son coup et je pense que ça s'est passé exactement comme il le voulait en gros, là où il a battu les titulaires, il a fait péter un câble, je pense à tout le monde, à Towns et à Wiggins et à Thibodeau, donc je pense qu'il a bien réussi son coup et il a prouvé aux propriétaires que les Wolves avaient peut-être besoin de lui en fait. Il pourra pas y rester, mais en soi c'était lui on le savait déjà, lui la tête d'affiche des Wolves. Parce que faut se rappeler qu'on a dû laisser les Wolves aller il y a 2 ou 3 semaines où on pensait, et moi le premier, que c'était plié, qu'il allait être tradé. Là, comme l'a dit Pierre, il se ramène au premier entraînement, Alan, et ça traîne. Là, on enregistre, il est toujours pas tradé. Alors,
vu ce qui s'est passé, ça paraît inconcevable qu'il reste encore une semaine de plus aux Wolves, mais il est toujours là. Ouais. Pierre a dit qu'il avait dû faire péter un câble à Towns et Wiggins. En fait, je suis pas sûr de ça et c'est mon plus gros problème avec la chose, en fait. C'est que, paraît-il, il y a des rapports journalistes comme quoi ça rigolait, c'était pas très sérieux. Moi, il y a un mec qui est chez All-Star et il y a un mec qui vient jouer contre moi avec 2 rookies et 2 mecs qui sont entourés contracts et qui me tapent, je rigole pas, tu vois. Ça me fait pas rire. Et ça peut poser des questions. Est-ce que c'est pas, encore une fois, un exemple de ce que n'aime pas Butler dans les comportements de Towns et Wiggins, c'est pourquoi il veut pas rester à Minnesota. Ça peut se voir dans ça, en fait. Mais c'est vrai que ça traîne et on sait pas trop. La saison commence dans moins d'une semaine. Est-ce qu'il sera tradé avant? Je sais pas. C'est vrai, je sais pas. Mais vas-y. Après, tu vois, par rapport à Towns et à sa non-réaction, déjà, ça fait partie d'un certain aspect psychologique de, on va dire, la nouvelle génération de joueurs qui arrivent. Il y en a certains qui sont pas archi compètes, enfin voilà, à fond dans le truc autant que l'étaient les joueurs avant et qui ont pas eu parfois le même passif que par exemple Jimmy Butler, donc ils sont pas autant concernés par le truc. Et dans un même temps, moi je me mets à la place de Towns, soit tu fais comme tu dis, tu pètes un câble, tu t'énerves, tu prouves que t'es le meilleur, mais si c'est pas dans ton caractère, tu peux aussi faire complètement l'inverse et ignorer en fait tout ça. Alors tu vois, tu te dis Butler, tu veux faire ton show, vas-y, je te laisse, moi je joue normalement, je joue tranquille et voilà. Tu vois, dans un sens, c'est aussi faire comme si ce passage-là et sa présence n'existaient pas, en gros. Moi, je suis moyennement d'accord avec ça, tu vois. Parce que je suis d'accord qu'il a peut-être un caractère... et c'est un caractère calme, tu vois, c'est un espèce de panda, Karl Anthony Towns. Mais, au bout d'un moment, comme l'a dit Alan, t'es franchise player, on vient de te donner une extension, c'est ton équipe, c'est ce qu'a fait comprendre l'organisation, c'est ton équipe, Jimmy Butler, c'est un passager, il va vite fait être jarté, tu dois t'imposer. Alors moi je dis pas s'imposer, c'est pas lui mettre un coup de poing. Certains l'auraient peut-être fait, c'est pas ça. Mais par exemple, si c'est vrai ce qu'on a lu, comme quoi à un moment il a défendu au poste et qu'en gros il commençait à parler, t'as pas besoin de jouer au gros bras, tu prends juste la balle au poste 3 fois de suite, tu lui mets 3 fois un panier et t'as pas besoin de parler en fait. Les actes, ils parlent pour toi. Là, je suis désolé, pour moi, il recule en fait. Et je comprends bien qu'il a peut-être pas le caractère d'un mec qui s'impose et qui gueule comme un Butler. Mais au bout d'un moment, pour moi, c'est inconcevable. Tu vas dans les 29 autres franchises, peut-être pas 29, mais tu vas dans les autres franchises où il y a des joueurs de ce calibre-là, ça se passe pas comme ça. Hein. C'est un des problèmes des Wolves. Ça se passe. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Il aurait dû réagir. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu pousser à son réaction, mais moi, je suis d'accord avec toi qu'il aurait dû faire quelque chose parce que tu te fais marcher sur la gueule et pour la suite de la saison, si Butler s'en va, tu n'as plus vraiment le respect, je pense, de tes partenaires. Et les joueurs avec qui Butler a joué ont sûrement apprécié ça, en fait, entre guillemets, parce qu'ils étaient portés par lui, ils ont battu les titulaires, ils ont prouvé que c'était quand même des joueurs de basket. Et comment tu veux respecter Towns après ça? Thibodeau aussi, je pense qu'il a dû apprécier en vrai. Ouais, ça a sorti dans un ou deux podcasts où il a dit que il n'y avait pas de caméra sur Thibodeau, mais il aurait, parce qu'il adore Jimmy Butler, il fait une relation entre les deux. Et je pense que c'est ce qu'il aime, tu vois. Donc, ce qu'il demande de ses joueurs à l'entraînement. En fait, c'est pour ça aussi que quand Ben dit Thibodeau doit partir, je suis d'accord avec ça, parce qu'il a pas réussi à inculquer ça et ça marche pas, en fait, avec Towns et Wiggins. Ça n'a pas l'air de marcher, en fait. Et je veux vraiment rebondir sur ce qu'a dit Pierre, et je suis vraiment d'accord. On avait parlé vraiment à plusieurs reprises de cette fracture dans le vestiaire. Et le problème, c'est que là, il va jouer, par exemple, sur le terrain, il va être à côté de Taj Gibson. Taj Gibson qui était aux Bulls. On pense que Taj Gibson, il a vu comment ce petit numéro-là. Je pense qu'il a apprécié sûrement. Et il s'est dit, ça, c'est un franchise player, ou au moins, là, il a mon respect. Parce que Woj a effectivement tweeté qu'une partie des joueurs avaient apprécié. Mais pour moi, c'est gros comme une maison, que ceux qui ont apprécié, c'est les anciens des Bulls. C'est ceux-là qui ont apprécié ce numéro-là. Et ceux-là, comment est-ce que Towns et Wiggins, ils vont pouvoir passer quelque chose, il va avoir un espèce de, je sais pas, une cohésion dans l'équipe. C'est inconcevable. Enfin, l'équipe là, elle doit exploser du tout au tout, en fait, à ce stade, j'ai l'impression. Ouais. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais moi, j'avoue que j'aurais pu faire 1 heure d'épisode sur ce truc parce que je trouve ça, c'est fabuleux. Après, on sait pas tout ce qui se dit en interne entre les autres joueurs et autres, mais ça se trouve, Jimmy Butler fait en sorte qu'on sache tout, donc. Oui, sur ce que lui dit, mais tu vois, il est possible que, certains joueurs en aient aussi marre de ça, en fait, marre de cette situation où Butler fait un peu,
pas sa diva, mais tu vois, fait tout ça, et que... Pas sa diva. C'est pour ça que je dis pas exactement ça. Mais tu vois, ils en ont marre de ces situations, ils en ont marre de ces comportements aussi. Je le conçois aussi, moi, largement, que certains joueurs, disent, ouais, c'est bon, on a compris, maintenant, fais-toi trader, et nous, on essaiera de jouer, quoi. Ça peut être ça aussi, ouais. Après, à voir, il y a des éléments qui sont quand même vachement intéressants dans l'interview avec Rachel Nichols, où, par exemple, il explique que lui, il a parlé avec Thibodeau depuis la fin de la saison dernière sur le fait qu'il voulait pas vraiment rester. Donc, si ça c'est vrai, faut remettre en question la gestion, parce que tu peux pas croire que ce que dit un mec fin juin, ça va s'arranger comme par magie pendant l'été, alors qu'il est pas en contact avec les autres, avec les Towns et Wiggins. Enfin, très compliqué. Je sens que Minnesota, ça peut être un petit peu le soap opéra de la saison. J'ai beaucoup d'espoir. C'est le fil rouge. C'est le fil rouge. C'est déjà le fil rouge depuis fin août. Ouais, c'est ça, mi-août. Hein. On enchaîne par une autre question. Alors, Alan, Pierre, on va jouer aux conseillers matrimoniaux. Parce que peut-être que parmi nos auditeurs, certains, ils découvrent la NBA, ils veulent changer d'équipe, etc. On ne sait pas. Donc, on va leur donner quelques pistes pour ça. C'est l'objet de la seconde question. Quelle équipe choisir cette année si? Et ensuite, on a plusieurs questions. Vous êtes une personne qui découvre la NBA. Quelle équipe choisir? Alan, je vais commencer par toi. Les Celtics. Oh là là. Pourquoi je l'ai pas anticipé, ça? Parce que c'est une des toutes meilleures équipes de la NBA, parce que c'est un coach jeune, dynamique, qui met en place des choses intéressantes, parce que il y a des stars, il y a des jeunes joueurs, parce que ça joue bien au basket, je trouve. Après, c'est totalement biaisé parce que je suis un fan des Celtics, donc je dis les Celtics, mais si je dois dire une autre équipe, parce que voilà, faut dire peut-être une autre équipe, je dirais Denver. Ok. Les Nuggets. Les Celtics, c'est Denver. J'ai aussi Denver dans mes mentions. C'est pas mon équipe numéro 1, mais je l'ai dans mes mentions. Pierre, qui tu dois supporter si tu découvres la NBA cette saison? Moi, j'en avais une petite liste de 4. J'avais Philadelphie parce que c'est l'équipe qui monte. T'as des jeunes stars qui risquent d'être là pour un moment, qui a un jeu assez excitant, que voilà, donc c'est très intéressant de les suivre. Milwaukee pour Giannis, et qui sera potentiellement l'un des meilleurs joueurs de la ligue dans le futur, et voilà. Boston pour les arguments qu'a donné Alan, et les Warriors parce que c'est la meilleure équipe et c'est eux qui proposent sûrement le meilleur basket aussi. Donc si t'es un nouveau joueur et que tu veux aimer les matchs que tu regardes, peut-être mieux regarder les Warriors. C'est tard, les Warriors, à 4h30 du matin. Ah, j'ai pas pris l'argument. Par contre, là, j'ai pas pris. Ça, c'est pas bête d'avoir pris l'argument du temps. Ah oui. Ouais, c'est vrai. On voit le mec de la conférence Est. J'avais aussi les 76ers pour les mêmes raisons que Pierre. Et juste un petit élément à rajouter. Zach Lowe, le journaliste d'ESPN, il fait toujours sa liste des League Pass Teams. En fait, il classe les équipes à regarder les plus intéressantes au League Pass, et les 76ers sont premiers. Parce qu'il y a plein de trucs à regarder. Mais c'est pour ça que j'ai créé des mentions honorables. Moi, je me suis dit, t'as un petit risque d'être accusé de bandwagoner, tu vois. Si tu arrives et que tu es direct pour ces 76ers là, on peut t'accuser un peu de voilà. Donc du coup, j'avais aussi Denver comme Alan, grosse attaque, beaucoup de points, tu t'ennuies pas. Et les Bucks comme Pierre, même si les Bucks, j'ai mis attention, vrai risque que tu aies le cœur brisé à un moment quand même. Parce que si Giannis part... si Giannis s'en va... Après, par rapport à Denver, je pense qu'au bout d'un moment, ça te fait chier qu'ils défendent jamais cette équipe-là, quoi. Moi, franchement, au bout d'un moment, quand tu perds des matchs 125 à 120, tu vas dire, mais c'est pas possible, j'en ai un petit peu marre qu'on soit incapable de défendre une équipe. Et là-dessus, tu vois, je préfère une équipe comme Philadelphie qui, certes, il y a beaucoup de choses à voir, ça peut partir dans tous les sens, mais c'est très intéressant à regarder. Ah, mais ça part dans tous les sens à Denver aussi, hein, ça peut partir, hein. L'aller-retour de Millsap, on sait peut-être porteur, on sait pas comment ça va se passer. Bon, si une personne découvre l'NBA, elle sait peut-être pas tout ça, tu vois. Donc, faut la mettre devant l'écran et que tout de suite, ça pète et il y a quelque chose à voir. Et un joueur comme Jokic, c'est quand même intriguant, je trouve. Autant qu'un Simmons ou un Embiid, d'ailleurs, du côté de Philadelphie ou de Giannis. Puis Denver, c'est pour ça que je les ai mis là. Tu auras jamais l'argument du bandwagoner. Parce que, ouais, pas encore. Alors que 76ers, je suis désolé, je pense que si quelqu'un découvre la NBA et qui décide d'être fan des 76ers, on va lui dire non mais t'as pas connu l'époque des triple-doubles de Tony Roten, et voilà, tu vois.
Tu vois, on va lui mettre dans la tête, la personne, elle va être mal, alors que Cette histoire il y a de forcément un moment où bandwagon, c'est horrible. il y a forcément un moment où tu commences, où t'es dans le bandwagon, parce que Mais bien sûr. sauf si tu deviens fan de Sacramento maintenant, mais ça a pas de sens. Non, tu mais peux pas. qui a commencé en ayant une équipe pas bonne quand il y avait des mauvais joueurs? Tu peux pas t'identifier aux Bah mauvais. ouais, moi, tu vois, même moi par rapport à OKC, j'ai commencé à la draft de KD parce qu'il y a eu ce joueur-là et parce que ça, Ouais. le déménagement et tout ça, donc moi, directement, c'est, voilà. Enfin, Pareil, c'est- ouais, avec Paul Pierce, c'est pareil. C'est un grand joueur. Tu vas pas t'identifier à. surtout Tant si que c'est on, un argument facile, je trouve. ouais, pour quelqu'un qui découvre la NBA, c'est parce qu'il a entendu parler sûrement d'un joueur ou parce que c'est un gamin qui a sûrement vu des maillots, qui a vu un truc ou qui commence le basket, il va aimer les grands joueurs et les choses comme ça, quoi. Donc, forcément qu'à un moment donné, tu fais du bandwagon, c'est sûr. Et c'est pour ça que j'avais anticipé aussi. Et si tu veux vraiment pas, si ça t'importe de pas être accusé de bandwagoner, bah alors tu prends les Hawks. Là, tu verras tout depuis le début. Mais ça va être dur. Ou Ça va être Phoenix, très ouais. très dur. Ouais, non, mais même les Knicks, parce qu'il y a Franck et tu peux te dire, oh, tu vois, il y a Porzingis. Ah, il y a Porzing, ouais. Mm. Ouais. Seconde proposition, enfin seconde sous-question. Quelle équipe supporter si on est un supporter repenti d'une équipe en difficulté? Alors là, déjà, on part du principe que quand on fait cette démarche, on n'a pas peur d'être qualifié de bandwagoner. Déjà, de base, faut pas avoir peur. Là, Déjà, on a abandonné sa première équipe, en gros. Ouais, voilà. ouais. Ce que vous avez le droit de faire, hein, n'écoutez pas les gens sur Twitter, vous avez le droit de changer d'équipe. Ça, c'est ton combat, ça. Depuis toujours. Bah, moi, je suis parti sur les meilleures équipes, en fait, parce que si tu changes d'équipe, c'est souvent que ton équipe est en galère et qu'elle gagne pas de match et que t'as peu de joueurs. Donc, c'est Warriors, Boston, Houston, en fait. C'est les meilleures équipes pour que t'aies une cure de victoire pendant un petit moment, tu vois. Et après, tu peux prendre l'exemple de Tom qui change de Memphis pour les Pélicans. Bon, on va l'embêter Ouh là avec là ça, là. mais Non, mais Pierre, il se l'est pas encore avoué, c'est ça le problème. c'est Il ne aussi le sait pas lui-même. une petite dédicace à Tom. On va l'embêter avec ça, mais voilà. En gros, c'est ces équipes-là pour moi. Totalement Ouais, d'accord. moi, J'avais Boston aussi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Ou alors peut-être une équipe qui est peut-être pas à ce niveau-là, mais qui est une équipe de playoff, quoi. Et qui a des stars, tu vois, les Blazers potentiellement, si t'aimes bien un certain type de jeu. Mais ouais, c'est ces trois équipes-là. Je suis d'accord avec Pierre, surtout sur l'argument d'une équipe qui gagne. Si tu changes d'équipe, tu veux gagner. C'est pour ça, moi, j'avais Boston en 1. Excellente organisation, futur prometteur, t'as un peu tout, t'as tout le package. C'est pour ça, je les vois plus dans ça que j'ai pas envie de dire que c'est trop facile, mais tu vois, je pense que, encore une fois, si je me mets à la place d'un nouveau supporter NBA, si tu vois Boston, limite, tu vas être trop vite, trop haut. Enfin, tu vas gagner 60 matchs cette saison, ça va pas être représentatif de ce que c'est de suivre une équipe NBA. Amateur, quelle équipe choisir si on est un amateur de sensations fortes? Les Wizards. Je pense qu'on les a tous dans la liste, ceux-là. J'avoue que les Wizards, direct. Les Wizards. Ouais, après, j'ai les Lakers, moi aussi. Parce que ça peut être, il y a des sacrés personnages, il y a LeBron, enfin, tu vois, ça peut, et ça reste à LA, donc t'as quand même des grandes sensations. Et après, OKC pour Westbrook, quoi. Parce que sensation forte ultime. Et les sensations sur Twitter aussi, en débattant. T'as tout. Oui, aussi. Ah oui, c'est, donc voilà. Ouais, moi les Wizards parce que ça peut péter à tout moment. Vraiment à tout moment. Et que c'est une année importante pour eux parce que tous les ans on dit, comme on l'a dit, hein, c'est un peu l'année ou jamais, patati patata, faut prouver, mais ça peut aller très très bas si ça se passe mal, quoi. Moi j'avais les Lakers, pour moi le choix numéro 1 c'est les Lakers. Il y a moyen, on va en discuter un petit peu plus tard. C'est des questions, enfin des prolongements que j'aimerais bien qu'on ait un peu plus tard. Mais les Lakers, les Knicks quand même, je maintiens que les Knicks, ils sortent quand même d'une saison à 29 victoires. Ils vont démarrer cette campagne-là avec en première option offensive Kanter ou Hardaway. Ça vous place un petit peu niveau sensation, on va être pas mal. Ouais, mais c'est des mauvaises sensations, là. C'est genre, Ah, j'ai c'est pas le dit mauvais parc fort, tu d'attraction, vois, ça là. peut être bien ou mauvais. Oui, c'est vrai. T'as pas mis la ceinture, en fait. Et les Wizards et les Wolves, mais mon problème avec les Wolves, c'est qu'on aurait dû avoir cette question-là mi-août. Parce que si tu te mets à suivre les Wolves depuis mi-août, déjà t'as vécu pas mal de trucs. Hein. C'est déjà pas mal. Ah ouais. Dernière petite question de cette série de questions sur les équipes à supporter. Si on est un hipster NBA, quelle équipe Oula. supporter? Les Nets. Ah, pas mal. Moi, j'ai Indiana, Utah, Denver et New Orleans. Tu Ouais. viens un petit peu de déclarer les équipes de Tom, là.
les Nets pour Les Nets, c'est pour pas un se peu tard? Ah, tu peux toujours te hyper sur Jarrett Allen, Caris LeVert, Joe Harris et compagnie. Hein. Parce que moi, je me dis, je crois que les Nets, c'était une équipe de hipsters il y a genre 2 ans, tu vois. J'ai l'impression qu'ils sont un peu moins une équipe de hipsters. Parce que ça devient un peu trop mainstream. Windy, ouais. Ouais. Tu vois, ça devient trop connu, ça commence à devenir trop chaud. En fait, c'est ça, on sait que ça devient hipster, donc ça l'est plus, tu vois. Parce que les hipsters, on sait pas que c'est... Tu vois ce que tu veux dire. Exactement, ouais. Moi, j'avais peut-être... C'est chaud parce que c'est déjà une support... Enfin, ça appartient déjà, cette franchise, à une autre catégorie de fans NBA, mais moi, j'avais les Mavs. Parce que les Mavs, voilà. Mais le problème, c'est qu'il y aura aussi les fans de Dirk avec. Donc, je sais pas comment la cohabitation hipster... t'as les anciens et t'as les... Ce doux mélange. Puis finalement, les fans de Doncic, il y en a déjà et c'est... Enfin, tu vois, c'est assez les fans de Dennis Smith. C'est pas assez, underground, tu vois, c'est ça le problème. Je comprends. Puis un hipster avec un meneur comme Dennis Smith, ça le fait pas. C'est vrai. Très juste. C'est pas faux. Question suivante. Alors, je crois que c'est une question de Tom, celle-ci. Quelle est l'équipe la plus surcotée, sous-cotée au début de la saison? On va commencer... Allez, on commence first take ou on commence comme on fait d'habitude? Allez, on commence sous-côté, on est gentil ici. Ok. Sous-côté, j'ai du mal à trouver. Hein. C'est un début de saison, on va dire souvent plus dans le sur que dans le sous, je trouve, souvent. Donc, j'ai eu du mal à trouver, mais si je devais vraiment en trouver une, je dirais ok, si. Pierre là est tout heureux. Non, mais je vois pourquoi il dit ça, parce que il y a beaucoup d'incertitudes sur nos équipes et ce qui pousse pas mal de gens à être pas très optimistes par rapport à nous et notre saison. Et donc, je peux comprendre aussi, je les avais dans la liste. Je dirais ok, si, ouais, pour les raisons qu'a dit Pierre, parce que beaucoup de gens, à juste titre, parlent de la blessure de Westbrook. Et s'il revient bien, je pense qu'ils vont être à un vrai bon niveau. Ça, et puis j'aime bien l'équipe, l'insertion de Grant par exemple, le banc qui commence à... Bon, si j'ai appelé Pat, ça devrait le faire normalement sur ce qu'il va faire cette année, parce que j'ai des liens, hein, c'est un peu grâce à moi qu'il est dans la franchise, mais non. Oh, carrément. Je pense que ok, c'est ouais, je dirais ok, mais c'est une question que j'ai du mal à trouver en fait. Pierre, pour toi, quelle est l'équipe la plus sous-cotée au début de cette saison? Ouais, j'ai eu un peu de mal aussi. J'avais OKC dans la liste, mais j'avais le plus gros pour moi, c'est peut-être Détroit, parce que je les vois souvent hors playoff ou tu vois pas assez peut-être estimés, alors qu'il y a quand même un effectif correct. T'as Blake Griffin, André Drummond qui sont deux potentiels All-Star. Ils ont fait des saisons, voilà, c'est le reste le problème quoi. Mais l'année dernière, ils sont pas si loin que ça d'être en playoff pendant un moment. Il y a eu les trades, etc. Je me dis que peut-être qu'on est un peu froid sur cette équipe et qu'ils vont nous surprendre un petit peu. Alors moi, mon équipe sous-cotée. Oula. Alan, mais coupe ton micro, je sais pas quoi, mais je pense que je vais me rabibocher avec une partie des gens qui pensaient que j'étais un hater de cette équipe. Alors ça n'a jamais été le cas, mais pour moi... Alors faut m'écouter du début à la fin, parce que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais pour moi c'est les Celtics en fait. Je suis très 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 chaud sur les Celtics. On parle quand même d'une équipe qui avait été en finale de conf match 7 sans ses deux meilleurs joueurs, même si ça dépend comment on classe Hayward et Horford, bref. La plupart, quand j'ai regardé un peu Las Vegas, la plupart des parieurs, ils les ont entre 57 et 59 victoires. Personnellement, moi, je les vois au-dessus des 60. Et j'ai regardé leur calendrier. Ils jouent par exemple 2 fois les Raptors très tôt. Je pense qu'ils peuvent vraiment taper les 60. Et moi, vraiment, dans mon classement NBA, je vois les Warriors dans leur propre catégorie. Et le chapeau en dessous, j'ai tendance à mettre les Celtics et vraiment au-dessus des Rockets. Donc, je trouve que sont peut-être un petit peu sous-cotés si je me base sur ce qu'on leur prédit en saison régulière et un petit peu après. Par exemple, pour revenir à la semaine dernière, pour moi, c'est inconcevable que les Raptors les tapent. Merci. Dans une série de playoffs, Oui, ouais, totalement. Bah, pour en revenir à ça, faut savoir quoi, pour vous donner un petit peu l'inside, ça a chauffé entre Alan et Tom sur le Raptors Celtics. Voilà. Alan n'était pas très content qu'on insinue que... Non, mais il a le droit d'avoir des avis qui divergent. Mais on verra. De toute façon, comme dirait une vieille phrase de coach, la vérité, c'est le terrain. Très bien dit, avec l'intonation en plus. Mais moi, je suis vraiment chaud sur les Celtics. Surtout, en plus, dernière chose sur le calendrier, ils jouent énormément de matchs à domicile en janvier. Donc, il y a moyen qu'ils fassent une razzia en janvier.
Ça, c'est traditionnel, ça. C'est très souvent. C'est plus novembre où on voyage. Et les road trips sont pas si difficiles que ça. Alors, c'est l'Ouest, c'est jamais donné, mais... Puis, vous allez perdre combien de matchs contre l'Ouest ? Contre l'Est, pardon. Contre l'Est Peu, très peu. 8 ? Peu, ouais. Même pas 8 ? Ouais, je dirais entre 7 et 10, je pense. Ouais, ça risque de faire une très 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 grosse saison. Personne à rajouter niveau mention honorable pour sous-côté, on passe direct à surcoté. Moi j'avais, dernière chose, j'avais aussi en mention honorable pour sous-côté, oui, je choisis des équipes bizarres, Houston. Parce que Houston, c'est une équipe qui sort d'une saison régulière énorme, ils ont toujours Harden Paul, ça reste une grosse équipe, peut-être oui, qu'en playoff ils vont être plus justes, c'est même sûr selon moi, mais ça reste une énorme équipe Houston. J'ai l'impression qu'on met ces deux équipes, Houston et Boston, beaucoup trop proches de celles de derrière. Alors que selon moi, c'est pas le cas. Question du coup suivante, l'équipe la plus surcotée. Allez, on se mouille. Moi, j'ai Utah. Le Jazz. Ouais, voilà. Ah. Après, là, je pense qu'on s'influence beaucoup, nous, entre Énormément. nous, mais c'est une équipe dont on a beaucoup parlé dans le podcast et tout, et sur lesquelles on se base peut-être sur les playoffs de l'année dernière, sur un énorme Donovan Mitchell, sur Rudy Gobert, etc. Alors, je pense que ça serait une équipe très costaud, attention, mais quand je vois parfois qu'on les place devant Houston dans certaines previews, très au-dessus du reste du peloton, ça me paraît quand même un petit peu haut pour cette équipe-là, qui souffre quand même souvent de blessures, voilà, c'est quand même c'est pas une top élite équipe encore. Donc pour moi, c'est l'équipe la plus surcotée. Je suis d'accord. Ouais, on sait que toi aussi t'es du même avis. Ouais, bah on en parle depuis un mois à peu près quand on voit un petit peu ce qui sort à droite à gauche sur les classements un peu et tout ça. Pour moi, c'est pas une équipe que je veux avoir l'avantage du terrain à l'Ouest, et quasiment partout elle l'a en fait. Donc c'est pour ça que je le dis. Ah, tu les vois carrément pas avoir l'avantage, pas finir dans les 4 premiers. Non, je pense qu'ils auront pas l'avantage du terrain. Ah, carrément. Parce que moi, je suis moins chaud que les autres, mais je les vois quand même 4. Je suis comme toi, Ben, par contre, là-dessus. Ou alors, vraiment, je vais être agréablement surpris de Mitchell, je pense, et d'autres membres de cet effectif, mais je ne vois pas avoir l'avantage du terrain. C'est comme on en a parlé un petit peu la semaine dernière, c'est le retour sur terre de Mitchell qui fait peur. Ouais. C'est ça. Ouais, il fait peur. Ouais, puis... Ouais, il a marché sur l'eau quand même l'année dernière. Et ils avaient quand même pas l'avantage du terrain. Alors bien sûr, le début de saison était délicat, ça s'est mis en place. Là, on pense que ça va être pareil toute la saison, mais une saison NBA, c'est long. Pour un jeune joueur de son âge, je sais pas. Non, je pense pas qu'ils auront l'avantage du terrain. Je suis assez d'accord. J'avais aussi Utah ils ont quand même fini, là, j'ai regardé ça à nouveau, ils ont fini la saison dernière à 29-6 à l'Ouest. C'est quand même assez énorme. Et après, j'entends les arguments, c'est vrai que c'est séduisant Utah parce que c'est de la défense, c'est pas censé s'échapper. Mitchell, c'est vrai que quand tu regardes historiquement, si tu regardes sa saison rookie et les mecs qui ont fait des saisons rookie équivalentes, leur saison sophomore, ils se ratent pas, à l'exception de Tyreke Evans, en fait. C'est un petit peu le seul contre-exemple qu'on a. Mais moi, j'essayais vraiment de regarder ce qui pourrait pêcher, et moi, j'ai trouvé un truc assez évident, c'est Ricky Rubio au niveau du shoot. Pour vous donner une stat, mais Ricky Rubio au shoot, avant cette folle fin de saison, au début de saison, pendant les 46 premiers matchs, il était à moins de 30% au tir, à 3 points, 29. Pendant la série, il était à 43. Ça, pour moi, ça tiendra peut-être pas. Et si ça se dérègle, on sait que c'est une partie du schéma offensif qui peut être vraiment déréglée parce que le spacing de Rubio, ça atténue un petit peu le manque de spacing qu'apporte un Gobert. Enfin, c'est ultra important. C'est pas juste des stats. C'est surtout que quand Rubio met rien dedans, en fait, personne défend sur lui. Et du coup, tu défends avec un joueur dans la raquette quasiment. Et du coup, ça te facilite largement ta défense sur Utah. Donc là, si Rubio met dedans, t'es obligé d'un peu plus sortir, et c'est ce qui s'est passé sur la série contre Oklahoma, et c'est beaucoup plus compliqué de les arrêter. Et ça amène Mitchell à faire du 1 contre 1, et là où il a réussi en fait. Complètement. Mais Utah, plutôt d'accord. Et haute dernière stat sur Utah, parce que je parlais de Ricky Rubio, stat incroyable. C'est la première fois depuis 2008, 2009, 2010 qu'ils vont retrouver un même meneur 2 saisons de suite. Ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas eu en gros le même meneur 2 saisons de suite. Ça, c'est incroyable. D'autres équipes potentiellement surcotées?
J'avais peut-être Dallas qui a eu un moment un peu de hype, mais que ça s'est vite calmé. Mais ça vient aussi de leur draft récent, de DeAndre Jordan, etc. Et pareil pour les Spurs, mais là du coup les Spurs ça s'est très largement calmé avec les récentes blessures. Alan, pas Non, d'autres. j'avais pas d'autres candidats. J'ai toujours du mal à trouver vraiment, parce que Bah, ça dépend du point de vue, c'est assez divisé. ouais, c'est ça. C'est une ça, c'est question qu'on un n'a peu- pas d'institut de sondage en fait. On est obligé de se baser Exactement. sur. Ce qu'on voit et donc. Puis les échantillons sont pas énormes non plus, tu vois. Il y en a beaucoup, faut pas. La NBA c'est quand même un média qui est il y a beaucoup de médiatisation dessus, mais il y a pas un échantillonnage énorme, donc. Ouais, c'est très vrai. Parce que ça se trouve, là, une partie de nos auditeurs vont dire, mais qui met Utah aussi haut? Tu vois, ce qui peut parfaitement se comprendre. Moi, j'avais juste, genre, réagi à ma bold de la semaine dernière, j'avais juste les Lakers où je maintiens. Certes, il y a LeBron, mais on retire LeBron, mais l'effectif, sérieusement? Les Lakers, on les voit, il y a certaines previews, on les voit 4 à l'ouest. Je trouve ça très généreux. 4, ouais. Tant que je parle de quatrième, qui sera la quatrième équipe à se détacher qui va se placer derrière le trio qui se détache à l'Est, c'est-à-dire Boston, Toronto et les 76ers, Las Vegas, mais les Pacers. On est d'accord Moi, j'ai là-dessus? Moi j'ai Milwaukee. Et ben moi je vais dire Indiana. Bah, défends-moi le dossier Indiana, Alan, parce que je l'ai dit il y a 1 ou 2 semaines, je sais plus, je suis moins fan que la plupart sur Indiana. Parce que déjà après c'est comme Milwaukee, ils sont dans la même division, donc la division est pas exceptionnelle non plus, avec les Cavs, les Pistons qui sont moins bons, les Bulls j'en parle pas, mais donc déjà la division ils vont gagner des matchs. Je trouve il y a une certaine continuité dans ce que fait Indiana. L'année dernière en fait j'ai l'impression qu'on dit que c'est comme Utah où ça peut retomber sur terre, mais j'ai plus de certitude dans ce qu'est Indiana, et surtout la concurrence est beaucoup moins forte. T'as plus parce de que la concurrence certitude est dans... C'est vrai? Ouais. Ah, ça c'est surprenant. Surtout parce que la concurrence est beaucoup moins forte à côté en fait. Ouais. C'est surtout ça qui me fait dire ça. Là en disant sur Utah, je sais que ça va bien se passer, mais surtout qu'il y aura beaucoup de monde à battre, ça va être difficile. Indiana, je pense que c'est surtout au niveau du calendrier où ça va se faire. Je vois Oladipo rester dans les mêmes environs. Il y a Sabonis, je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup progressé. Pierre peut en parler, je pense, entre sa saison 1 et 2, surtout parce qu'avec un changement de rôle qui a été très intéressant pour lui. Et surtout, j'attends beaucoup de Miles Turner, qui n'a pas fait une énorme saison l'année passée. Et s'il veut passer un cap, c'est cette année. Et s'il passe ce cap, les Pacers seront très très bons à l'Est. On dit pas ça tous les ans de Miles Turner depuis sa saison sophomore. Il a pas 25 ans, il a pas 28 ans, hein, mais j'ai l'impression que tous les ans on attend que Miles Turner il passe un cap. L'année dernière, ça a été on pouvait l'attendre l'année dernière, mais il y avait beaucoup de nouveaux joueurs dans l'effectif, avec des rôles importants qui ont été donnés à des Collison, à Oladipo surtout, donc un jeu où il devait peut-être apprendre à jouer avec ces mecs-là. Là, 1 an où il a appris à jouer avec eux, je pense que ça peut le faire cette année. Ok, tu m'as à moitié convaincu parce que je l'avais déjà dit, mais leur performance au shoot, je reste dubitatif. J'ai extrêmement de mal. Collison et Bogdanovic. Voilà. Il y a McDermott. Et puis McDermott, j'ai rien contre le joueur, hein, mais McDermott, je suis pas confortable quand tu lui donnes moi, ça me rassure pas quand tu lui donnes vraiment des responsabilités. Pierre, t'avais les Bucks, c'est une des 2 équipes que j'ai mis là, moi. Parce que déjà Giannis, qui est pas loin avec les incertitudes autour des autres joueurs d'être le meilleur joueur de la conférence. Faut arrêter ça. De quoi? C'est comme le meilleur joueur de la série, il gagne. Non, mais déjà ça te pose que t'as un top joueur, quoi. Comparé à Indiana, le Giannis est beaucoup plus fort que n'importe quel joueur d'Indiana. Et puis à côté de ça, t'as des joueurs qui progressent petit à petit. Je trouve que l'effectif c'est plutôt bien complété. Même si je reste assez bas sur Milwaukee, enfin assez bas, même si j'ai toujours du mal avec cette équipe-là parce qu'elle a toujours du mal à jouer ensemble. On va voir comment Budenholzer pourra faire ça. Je crois qu'on en a parlé la semaine dernière. Mais tu vois, l'ajout de Lopez, Bledsoe qui sera là depuis un peu plus longtemps, Giannis, Middleton qui normalement seront en forme. Tu vois, je me dis que ça peut vite cliquer, être très chiant à jouer contre cette équipe-là, et ils peuvent gagner beaucoup de matchs assez facilement en fait, parce qu'ils ont une telle densité physique, et de par Giannis, ça leur permettra de gagner beaucoup de matchs.
Après, je pense que ça va être très serré entre Indiana et Milwaukee et peut-être même Washington juste derrière sur cette position 4, 5, 6 à l'Est. Et je pense que ça va être une grosse course toute l'année. Donc à voir à ce niveau-là. Et une moindre blessure pourrait changer le destin de chacune de ces équipes-là. Si Giannis se blesse, si Oladipo se blesse, ou voilà, ça change complètement toute la phase de la conférence Est pour moi. J'ai les Wizards. En fait, moi, j'ai pas réussi à me décider entre les Wizards et les Bucks. Je suis vraiment, on l'a compris, je suis pas super chaud sur les Pacers parce que les Wizards et les Bucks, selon moi, ça reste deux équipes. Tu regardes l'effectif, c'est clinquant. Alors, oui, entre ce que il y a sur le papier, ce qui se met en place sur le terrain, il y a un monde. Mais les Bucks, déjà, on en a, comme l'a dit Pierre, on en a déjà parlé, mais j'ai l'espoir avec Budenholzer. On va en reparler plus tard dans cette émission, mais par exemple, leur défense, elle va, selon moi, prendre un sacré coup de jus et ils vont plus être dans le milieu de tableau, ce qui est inadmissible vu l'effectif qu'ils ont. Et les Wizards, ça reste une équipe qui, alors l'année dernière, faut pas, c'est un peu en trompe-l'œil leur saison de l'année dernière parce que John Wall était pas là pendant un long moment. Là, ils vont avoir leur effectif, c'est un effectif qui sait gagner à l'Est. Alors oui, on se moque souvent d'eux pour le vestiaire, mais en vrai, sur le terrain, il y a du talent, surtout à l'Est. Ils devraient gagner 40 matchs les doigts dans le nez, voire 45. Ils devraient être capables de faire ça. Non, sur Washington, je te suis, moi. Sur Washington, je te suis parce que, tu vois, même un Miami est beaucoup plus en forme que l'année dernière de ce que j'ai pu voir. Dwight, ça reste, quoi qu'on en dise, ça reste un bon pivot NBA qui, à l'Est, va faire beaucoup de mal. Ouais, après voilà, c'est juste physiquement, est-ce que cette équipe-là va tenir? Après, on se souvient que l'année dernière, quand Wall était blessé, ils avaient gagné énormément de matchs, c'était assez surprenant. Ouais, mais quand t'as ta base déjà de ton 5 majeur là, est très très costaud, et t'as des joueurs sur le banc qui pourraient t'apporter un petit peu. Moi, Austin Rivers, ça me choquerait pas qu'il fasse une saison correcte. Kelly Oubre qui progresse encore. Enfin, tu vois, je me dis que ça peut aussi cliquer. Il joue pour de l'argent Oubre en plus. Puis ils ont en plus un banc pas horrible. Ils ont, enfin franchement, en termes de talent. Non, ils ont du talent. C'est juste que voilà, avec le talent, ils ont les caractères et ça peut poser problème. Mais si tout va bien avec cette équipe-là, je suis désolé, ils peuvent être quatrième assez largement. Oui. Ah, je suis d'accord avec toi. On reste à l'Est. Combien de nouveaux All-Stars y aura-t-il à l'Est? Alors, je crois que c'était une question de Tom, et du coup, avec Pierre, on s'est demandé, Pierre, tu m'as demandé, est-ce que genre Kawhi, ça compte comme un nouvel All-Star? Pour moi, la question, c'est vraiment les premières sélections, indépendamment de la conférence. Qui, pour une première sélection au All-Star, on va commencer par Pierre, tiens. Bah, moi, j'en ai 3 où je suis assez serein, c'est Ben Simmons, Chris Middleton et Bradley Beal. Et après, il a été Beal l'année dernière. Il était Bill l'année dernière, je crois pas, si, première sélection. Pour la première fois. Ma faute, alors je pensais qu'il avait pas été pris. Et ben, on enlèvera des Bill, et en plus grosse cote, j'ai Aaron Gordon et Jason Tatum. Ah, il m'a écouté. Oui, c'était ta prédiction folle du premier épisode, Alan, donc tu as c'est vrai. Aaron Gordon, All-Star. Ouais, avec Ben Simmons et Tatum. Middleton, c'est possible, j'y ai pensé, mais après j'ai fait la liste des 12, et sur les guards, j'ai quand même des joueurs devant lui, donc ça va être délicat, je pense. Je suis plutôt d'accord, pour moi, Simmons, c'est pratiquement assuré, il était déjà candidat la saison dernière, LeBron n'est plus là, il y a pas, même si, oui, j'oublie toujours qu'il est considéré comme guard, c'est vrai, j'oublie à chaque fois, mais je vois pas de raison qu'il y aille pas cette année. Middleton, je suis plutôt d'accord avec Pierre, je le vois aussi. Après, moi, j'ai eu du mal parce que je me suis rendu compte que l'année dernière, il y avait eu 5 joueurs qui avaient déjà fêté leur première sélection All-Star Game. Donc, à l'Est, qui était Embiid, Bradley Beal, Goran Dragic, Victor Oladipo, Porzingis en remplacement. Donc, déjà, parmi ces joueurs-là, il y en a pas mal qui devraient revenir. Enfin, Oladipo, il devrait revenir. Embiid aussi. Beal, on peut l'imaginer. Ouais, déjà, t'as la place de Porzingis à prendre, tu vois. Ouais. T'as Kawhi qui prend la place de LeBron. Il faut reprendre la place de Demar, mais ça... avoir au fini Jimmy Butler aussi, parce qu'il pourrait être dans la liste aussi. Ouais, c'est vrai. Mais pas tant que ça, en fait. Moi, j'ai été assez surpris en vraiment travaillant la question. Pas tant de nouveaux stars que ça à l'Est. Whiteside ou pas? Objectivement ou genre totalement dans mon propre intérêt, je dirais non. Et franchement, si Heat fait une bonne saison, Whiteside il
peut être pas loin, même s'il y aura Dragic qui peut lui piquer un Cette petit. espèce de, comme Drainena, cette espèce de récompense au bilan, quoi. Ouais, totalement. Ouais. D'ailleurs, est-ce que Miami serait pas une des équipes sous-cotées peut-être, parce qu'ils ont quand même un gros effectif qui à l'est reste très bien armé et que si Gros, Hassan ça veut dire Whiteside, cher. oui en partie, mais ça veut dire qu'aussi que t'as quand même des joueurs de talent en nombre, t'as de la profondeur, si Hassan Whiteside revient à un niveau qui peut être le sien, ça peut faire quand même aussi mal à l'est vu leur division, vu pas mal de choses quoi. Est-ce que le bon mot, c'est pas sous-médiatisé plutôt que sous-côté? En fait, c'est peut-être plutôt qu'on aussi. n'en parle pas trop. Mais c'est vrai que en fait, le Heat, ça fait partie de ces... Il y a toujours, en début de saison, 5 équipes dont on parle pas. Le Heat parle pas vraiment. Mais oui, je suis plutôt d'accord. En fait, c'est une équipe solide qui devrait faire les playoffs. Donc, du coup, à l'Est. Et donc, du coup, ce genre d'équipe-là, on n'en parle pas trop. Et ils sont sur Jimmy Butler plus apparemment. Donc, Ouais. Ça traîne quand même, hein. ouais. Ça traîne. Et là, ils viennent de prolonger Winslow, donc est-ce que ça veut dire qu'il est out dans la balance? C'est à voir, tu vois. Je sais pas. Question suivante. Et là, heureusement qu'on a Alan, one and done, spécialiste NCAA. Quel rookie vous êtes le plus excité de voir évoluer en NBA cette saison, Alan? Trae Young. Trae Young. Alors c'est Trae Young ou Wendell Carter. Wendell Carter très vite parce que aux Bulls, j'ai envie de voir son association avec Mark Allen et c'est un joueur que j'appréciais pas forcément et donc que j'ai revu et que beaucoup de gens apprécient, donc je veux voir ce que ça va donner parce que j'aime avoir tort. Et Trae Young parce que on sait tout ce que Atlanta a fait pour le récupérer. On sait qu'il est dans un effectif jeune, en reconstruction. Je lui demande même pas de gagner, je lui demande même pas d'avoir des stats exceptionnelles ou folles. Je veux juste le voir évoluer en fait dans l'environnement NBA, voir comment il gère les déplacements, la vie d'un joueur NBA, parce qu'en NCAA l'année dernière, il a de gros pépins physiques en plein milieu de saison, ça se voyait que physiquement il n'y était pas. Voir en fait comment ça va se passer pour lui, son adaptation au jeu NBA, à la vie de joueur NBA. Surtout que ça donne une bonne raison de regarder Atlanta. Aussi. Qu'il n'y en avait pas forcément. Pierre, le rookie que tu veux voir évoluer. J'aurais dû préciser, pas de rookie d'Oklahoma City. Entre parenthèses. Non, on ne parlera pas d'Amidou, notre cher Amidou Alan et moi. Moi, c'est Luka Doncic. Parce que déjà c'est l'un des rookies, je pense même celui que j'ai vu le plus évoluer pour l'instant, de par dans le championnat européen. Le défenseur de l'Eurobasket est là. Voilà. Et en partie aussi parce que c'est un joueur que j'aime bien et qui m'intéresse, mais aussi qui porte énormément à débat. Là, c'est le débat sur les scouts américains de est-ce qu'il était NBA ready ou pas, est-ce qu'il était assez athlétique ou pas. Même en ce moment sur Twitter, c'est ça. Et je pense que c'est peut-être, selon ce qu'il donne, et dans les futures années, c'est peut-être le joueur qui va le plus influencer les futurs drafts de joueurs européens et comment les scouts verront l'Euroleague et les joueurs européens par la suite. Dans le sens où si Doncic est un bust ou réussit pas autant qu'il ne devrait, les scouts et les GM vont être très frileux à drafter des joueurs européens. Là aussi, lui arrive et devient un top joueur, vont vouloir chercher d'autres pépites dans ce type-là et seront peut-être moins attachés au côté athlétique, notamment. Mais tu vois, deux choses. Est-ce que tu penses que ça influera vraiment leur décision? Parce que c'est un cas unique dans le Doncic. En termes de niveau de jeu, de palmarès à cet âge-là, c'est une exception. Dans son profil de joueur, j'entends, dans le sens où, tu vois, c'est une espèce de grand poste 2 ou ailier, un peu lent, mais très ultra basket, avec des excellents fondamentaux. Pas un joueur, en fait, que les Américains sont capables de produire pour moi, si tu veux. Donc, c'est dans cette optique-là, est-ce que ce type de joueur peut être un joueur NBA ready et peut jouer en NBA? Ça, je suis d'accord. Après, deuxième chose, juste par rapport à ce débat qui existe, hein, c'est vrai, dans le scout américain, etc. Je veux pas dire que nous les Européens on est quand même pas mal non plus, parce qu'au niveau donneur de leçons on connaît mieux le basket que tout le monde. Il y a quand même des spécimens de très haut niveau de notre côté aussi. Genre que nous on joue collectif, que c'est du basket, que ça on est très fort aussi là-dessus. Totalement. Le QI basket. Et moi j'avais aussi Trae Young, Alan l'a déjà assez expliqué, et en deuxième j'avais aussi Marvin Bagley pour une raison, parce que je trouve que ça devient ridicule de lui taper dessus continuellement. Ouais, il se fait taper dessus continuellement. C'est quoi l'intérêt? Le mec a 19 ans. Faut se calmer. Juste, j'ai envie qu'il réussisse. Bon, après, il y a aussi Mo Bamba qui m'intrigue un petit peu.
Pourquoi ? Parce que c'est un joueur grand qui est capable de tirer à 3 points de ce que j'ai vu, qui est à Orlando, donc dans une équipe qui est pas forcément adaptée pour lui, mais dans lequel il devra quand même tirer son épingle du jeu. Enfin, c'est assez intéressant sa situation, et parce que je l'ai drafté en fantasy aussi, donc ça m'intéresse. Ok. Mais ouais, ça fait déjà pas mal. Mais moi, je vais déployer l'étendard Marvin Bagley. Sérieux, ça me gave. Enfin, je vois pas l'intérêt de lui taper dessus tout le temps. Question suivante. Alors ça, c'est une de mes questions, donc c'est très long. L'année dernière, Donovan Mitchell est devenu le 3e rookie de la décennie après Joel Embiid et Blake Griffin à tourner à plus de 20 points par match. Griffin et Embiid ont tous les deux confirmé leur bonne première saison en allant au All-Star Game durant leur année sophomore. Donovan Mitchell peut-il réussir la passe de 3 ? Ce qui veut dire, en gros, est-ce qu'il peut être All-Star la saison prochaine ? On a déjà parlé pas mal de Mitchell, donc je vous propose d'aller plutôt vite. Est-ce que Mitchell il peut être All-Star dès cette saison ? Oui. Non. Assez logique vu ce que tu dis sur Utah. Non, parce que s'il l'est, ce sera pour récompenser la saison d'Utah qui sera en février dans les positions d'avoir l'avantage du terrain. Ce que je ne pense pas, mais s'il l'est, ce sera pour ça, parce qu'en fait, il faudra les récompenser d'un joueur, et Mitchell a un profil beaucoup plus All-Star Game que Rudy Gobert, selon moi. Dans les représentations que les gens se font d'un All-Star, même si ça peut changer aujourd'hui en 2018, Mitchell a plus ce profil-là, je trouve. Mais si tu regardes le backcourt à l'Ouest, Curry, Harden, Westbrook, Chris Paul, Lillard, Klay Thompson, même McCollum, on sait pas ce que va faire Portland. Si Denver fait une énorme saison, ça sera sûrement Jokic, mais quand même. Donc plus par défaut, non, parce qu'il y a trop de monde et parce qu'il y a trop de monde. J'ai cru à un moment que tu allais me dire Jamal Murray All-Star, j'ai failli quitter le podcast. Je sais que Pierre a eu la même réaction. Mais je m'y attendais aussi, ce qu'il dit ça au moment quand il a parlé de Denver. Non. Pierre, toi, tu vois Mitchell pouvoir accrocher le... Est-ce qu'on doit déjà dorénavant l'appeler Donovan ou toujours Mitchell ? Je sais pas, parce qu'il y a des joueurs, faut les appeler par leur prénom. Bref, est-ce que Mitchell va aller au All-Star Game ? Bah moi je t'ai répondu oui direct parce qu'en fait c'est les mêmes arguments qu'Alan mais pris à l'inverse, c'est que il faudra un joueur à Utah probablement All-Star Game, surtout s'ils sont au 3e ou 4e à ce moment-là, et ça risque d'être lui parce que si Utah je pense est haut, certes Rudy Gobert fera ce qu'il a à faire, mais c'est Donovan Mitchell qui fait que Utah sera peut-être très fort, et donc pour moi ça sera lui potentiellement qui ira All-Star Game pour Utah, mais comme vous l'avez dit, le gros point négatif c'est la concurrence quoi. Là où Rudy Gobert en a peut-être moins, Donovan Mitchell sur les guards, c'est monstrueux. Il va devoir passer devant des joueurs. Et je peux presque concevoir, par exemple, que si Portland est 7e ou 8e, qu'il soit pris avant de Damian Lillard, encore une fois, qu'il soit snobé du All-Star Game. C'est une chose qui pourrait, pour moi, arriver. Même si je suis pas spécialement pour, ça pourrait arriver. Ouais, je penche plutôt de ton côté, Pierre. Je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Vraiment, dans le backcourt, quand on regarde à l'Ouest, vraiment ceux qui pour moi sont, à part Curry et Harden, ensuite, alors oui c'est des joueurs qui ont leur place après, mais il n'y a pas de joueurs vraiment bloqués sur, parce que Westbrook quand même. Bon attends, Westbrook qui sera. Ah oui, Westbrook aussi qu'on n'a pas cité depuis le début, c'est vrai. Et si vous l'avez cité dans la liste. Westbrook, et ensuite Chris Paul est quand même soumis aux blessures. Ensuite tu l'as dit, Lillard, le classement peut faire que Klay, on sait toujours qu'il y a toujours le débat combien Warriors. Faut mettre de Warriors, donc pour moi, c'est vraiment envisageable. Après, ça va être, c'est le pire endroit de la NBA. Le backcourt à l'ouest, l'ouest, c'est le pire endroit. Je sais même pas. D'un côté, le front de court à l'ouest, c'est pas non plus la joie, hein. C'est pas le Club Med non plus. Bon, il y a LeBron et KD. C'est tout l'ouest, hein. C'est LeBron, après, KD, quand t'as LeBron, KD, Paul George, Towns, Anthony Davis. Ouais, Davis, Cousins, on sait pas. Butler, est-ce qu'il sera en guard ou en... Ouais. Ah, c'est mauvais. Gobert qui, alors il a peut-être pas mais il aura le bilan avec lui, il a les tâches défensives, etc. C'est peut-être pas All-Star Game, peut-être pas le pédigré d'un joueur All-Star au niveau spectaculaire, mais c'est quand même un top 20 NBA. Donc, ouais, à voir, mais en tout cas, ça classe le Gugus, ça classe le bonhomme. Question ensuite de Pierre. On était censé passer pas mal de temps sur celle-ci. Bon, on a moins craqué que la semaine dernière niveau timing, donc on peut le faire. Est-ce que le trio de mutants Disney, il est très inspiré Pierre quand il fera ces questions, vous allez le voir la question après.
Est-ce que le trio de mutants Disney, Gordon, Isaac, Bamba peut-il sonner le renouveau du Magic? Qui veut commencer sur le Magic? Alan Guillou, je pense. Alors, je suis très haut sur Gordon, parce que je le vois quand même All-Star. Donc si je le vois All-Star, ça veut dire que je vois Orlando ne pas être si catastrophique que ça, parce que tu veux pas non plus être All-Star avec un bilan horrible. Donc c'est une chose à prendre en compte. Le problème que j'ai, c'est que si je vois Gordon bien, c'est que je le vois jouer au poste 4. Et vraiment, qu'on arrête d'essayer de le faire jouer au poste 3. Il faut vraiment le faire jouer au poste 4, l'installer à ce poste-là. Il aurait fallu avoir un meneur à ses côtés, il y en a pas. Donc le renouveau, il va attendre, je pense. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Isaac l'année dernière et Bamba à la draft de cette année, on voit vraiment ce qui est ciblé par le front office en termes de draft. Des mutants, comme tu as dit, des joueurs qui sont physiquement différents en fait. C'est une équipe qui est différente. Et ça peut marcher, mais il me manque encore ces éléments dans le backcourt pour amener de la stabilité dans le jeu du Magic. Donc, qu'est-ce qu'on entend par renouveau? Est-ce que c'est déjà mieux jouer au basket? Ou est-ce que c'est viser une saison dans le positif? Je pense pas encore. Je pense que c'est sur 2-3 ans qu'il faut évaluer le Magic, mais si Gordon passe ce cap, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ouais. Las Vegas les a à 31 victoires. Juste pour info, pour vous donner en gros, c'est quoi le niveau auquel est attendu le Magic. Ce qui est pas énorme, mais... Pierre, t'as voulu lancer la patate chaude à Alan, donc je sens que... Parce que je connais sa fascination pour le Magic. Non, moi, par rapport à ce trio-là, c'est un espoir Orlando, on va dire. Mais moi, ce qui m'embête par rapport à ça, c'est leur complémentarité entre ces trois joueurs. Comme Alan l'a dit, Aaron Gordon en poste 3, faut arrêter. Donc il faut le mettre en poste 4. Mo Bamba, c'est le poste 5, désigné. Et du coup, où tu mets Jonathan Isaac? Et pour moi, est-ce que les trois joueurs, en fait, seront efficaces en même temps sur le terrain, sachant que c'est tes trois principaux prospects? Et c'est ça qui m'embête, et j'ai l'impression que il va falloir en laisser un sur le carreau. Alors est-ce que c'est Aaron Gordon qui re-signera pas ou autre? Est-ce que c'est Bamba ça sera un bust? Est-ce que c'est Isaac qui arrivera pas à exploser? Ben à mon avis, il y en a un des trois qui donnera rien. On lui a donné de l'argent à Gordon. Hein? On lui a donné de l'argent. Ah oui, c'est vrai, pardon. Oui. De ce qui ressort à l'heure actuelle, si on lit les journalistes qui suivent Orlando, ce qui a annoncé, c'est que au niveau du front de court, on aura Isaac, Gordon et Vucevic. Bamba est sur le banc. Ce qui est... Oui, parce qu'il y a Vucevic aussi. Donc tu remets Aaron Gordon en 3. Ouais, enfin, même si on sait que 3-4, voilà, ça veut plus trop rien dire. Même si, enfin, ça veut rien dire, mais vous en avez parlé, le problème du Magic, c'est je pense qu'on va encore lui demander d'être un petit peu créateur, et c'est... Voilà, dans la création, exact. Enfin, parce qu'il n'y a pas de créateur sur le backcourt. Ouais, voilà. C'est ça aussi le problème, c'est qu'au défensivement... Sur le backcourt. C'est DJ Augustine. J'ai raconté l'anecdote à Pierre, c'est que j'ai dû aller sur Google pour savoir c'était qui le meneur titulaire de Magic. DJ Augustine et Fournier, sûrement. Ouais, il y a Jerian Grant. Ils ont dû faire un trade pour récupérer Jerian Grant tellement il y avait personne. Le problème, c'est qu'après, voilà, défensivement, je vois ça peut éventuellement être très efficace, mais offensivement, t'es très très limité. Isaac et Bamba, on sait pas encore jusqu'où ils vont aller offensivement. Gordon, ça peut être un très gros joueur, mais voilà. Et ça reste une équipe qui est en train de se former de manière très bizarre quand même. Et Ben le dit souvent. Hein. Ouais. Mais leur défense, on en parle tout le temps, mais c'est sur le papier. Hein. Parce que dans la saison dernière. Dans la réalité, tu vois, sur le papier. Sur le papier, tu pourrais faire quelque chose. Après, à eux de trouver aussi le comment le faire fonctionner. Après, quand t'as Fournier et Augustine sur le backcourt, c'est dur de défendre. C'est ça, ils se font exploser. Enfin, je veux dire, vous avez vu les joueurs qu'on a cités il y a 3 minutes, là, les Curry, Lillard, Westbrook, Harden. Vous imaginez quand ils vont jouer à Orlando? Simmons peut défendre. Simmons, c'est intéressant pour eux. C'était une bonne signature pour eux l'année dernière. Après, il faut vraiment que l'année prochaine, ils draftent un arrière ou un meneur. C'est plus possible autrement. Mais ils ont raté. Pour moi, ils l'ont raté en fait cette année. Voilà leur position où ils étaient. Peut-être. Ouais. Pour moi, ils l'ont raté cette année et ils ont pas tellement de chance sur les dernières années non plus. Hein.
Là, il y a 2 ans, il y a 5 meneurs et... Tu prenais Sexton, toi? Tu prenais Sexton avec Orlando? Ah non, j'essayais d'avoir Trae Young. Ouais, t'essayes d'avoir Trae Young, mais là, si tu l'avais pas, tu prenais quand même Sexton ou tu prenais Bamba? Non, il y avait trop un écart pour moi entre les deux joueurs. J'aurais pris Bamba par défaut, en fait. Et c'est plus il y a 2 ans, quand il y avait 5 meneurs. Alors, ils avaient fait le choix d'Isaac, mais il y avait 5 meneurs dans le top 10, hein. Même si Franck, on sait pas trop, bon, c'est un guard, mais ils auraient pu, en fait, l'avoir et peut-être avoir moins ce problème de surnombre dans le fond de courte. Après, c'est intéressant à voir, ça peut être nouveau. Après, ils ont aussi peu maintenant de monnaie d'échange, entre guillemets, pour ramener un meneur ou quelque chose. Est-ce que Vucevic serait pas sur le départ, vu qu'ils ont drafté quasiment que à son poste depuis plusieurs années? Mais tu peux plus l'envoyer. Sauf que tu peux l'envoyer de nulle part, en fait. C'est dans ce sens-là. Il a plus assez de valeur et t'as rien à mettre à côté de lui pour avoir quelque chose. Donc il reste. Voilà. Non, mais c'est typiquement l'équipe qui peut aller l'été prochain niveau cap. Il faut voir comment ça se passe, mais peut aller proposer beaucoup d'argent à Terry Rozier, par exemple. Tu vois. Après, vu que Gordon a re-signé et que j'avais oublié d'ailleurs, tu peux déjà voir un petit peu l'avenir, quoi. Il a un contrat correct, mais pas... Ils ont réussi à le garder. Ouais, il a un contrat correct, mais pas excessivement cher. Tu vois, tu peux te baser sur lui, mais arrêter de drafter sur son poste et de le faire jouer poste 3. C'est par dépit. Moi, je pense. Ouais, mais tu vois, ils ont raté le coche, quoi. Ils l'ont fait il y a 2 ans, de le faire jouer poste 3, ça a pas marché. L'année dernière, ils l'ont remis poste 4, il a fait une très bonne saison. Et là, tu vas le remettre. Je trouve ça un peu tourné en rond, un petit peu. Après, encore une fois, hein, les postes 3-4, tu vois, je vois ce que vous voulez dire, c'est où on le fait. Disons que c'est plutôt qui tu mets à côté de lui, alors. Oui, ouais, c'est ça. Isaac, Gordon, je pense que c'est en fait quand tu rajoutes Bamba dans l'équation que ça devient compliqué, mais les deux peuvent fonctionner, mais vous l'avez assez bien dit. Moi, j'avais écrit des trucs, mais vous avez déjà tout résumé. Ça reste le Magic, il n'y a pas de meneur. La défense, c'est un mirage. Et la situation de l'équipe, je me rappelle, il y a quelques années, on disait toujours que j'ai été un hater du Magic, ce qui n'est pas le cas, mais j'ai regardé sur les 3 dernières saisons, c'est le 27e bilan NBA. Quand on regarde les équipes qui ont été à ce point à la rue, au niveau de l'avancement de la reconstruction, on a par exemple Phoenix, ils sont largement plus avancés. Ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Parce qu'ils ont mieux drafté, peut-être aussi. Alors que c'est Phoenix. Ils ont eu plus de... Ouais, à la loterie, ils ont eu plus de... Après... Tu vois, Phoenix a pris Booker plutôt bas aussi, donc c'est une bonne draft aussi. Je pense que c'est plus un concours de circonstances, comme Ben l'a dit. L'équation Gordon-Isaac, elle me plaît. C'est rajouter Bamba qui... C'est trop, en fait. Tu vois, moi j'aimerais bien voir le 5 Augustine, Fournier, Simmons, Gordon, Bamba. Moi, c'est ce 5-là que j'aimerais voir. Ça peut passer. Mais niveau victoire, du coup, pour conclure, je m'attendais pas à ce qu'on passe 10 minutes sur Orlando et je vous avoue que c'est pas que ça me plaît pas, hein, mais on doit avancer. Niveau victoire, vous les voyez un peu, niveau classement, victoire. Parce que moi, je vois 31, Las Vegas, 31, tu dois finir quoi? 11-12 à l'Est et c'est un peu près là où je les vois. Hein. Ouais. C'est plutôt qui on met derrière? Atlanta? Les Bulls. Les Knicks. Les Knicks, les Nets. Moi, je pense qu'ils sont à la lutte avec les Nets. Hein. Ouais, à la lutte, ouais. Mais peut-être derrière. Et New York, à voir, mais peut-être derrière aussi. Moi, je les mettrais peut-être 12 ou 13. Mais pas 11. Ok. Leur division est pas bonne. Ouais, mais ils vont pas battre c'est ça le problème, c'est qu'elle est pas bonne, mais à part Atlanta... Et le problème, c'est qu'Atlanta c'est pas une équipe qui match bien contre le Magic, parce que Atlanta peuvent leur mettre... Si un jour tu tombes sur un match où Trae Young prend feu, ils tiennent pas la route, ils ont pas Non. Alors c'est vraiment du potentiel à ce niveau-là, mais le potentiel de feu d'Atlanta, ils l'ont pas. C'est vrai. Enfin bref, c'est comme d'habitude, le Magic, c'est assez triste. De la force aux quelques supporters du Magic qui doivent nous écouter, il y en a forcément qui nous écoutent, ça doit être difficile, mais au moins... C'est un petit peu comme Atlanta, ils avaient eu des bonnes saisons. C'est pas vraiment comparable, mais il y a une raison de regarder. C'est intriguant. C'est déjà ça. Nouvelle question de Pierre. Je vous avais prévenu que les questions de Pierre niveau formulation, c'était marrant. DeMar DeRozan sera-t-il All-Star ou va-t-il devenir médiocre? Alors là, Il n'y a pas de milieu. Pierre, il vous a pas dit. Il fait les titres pour l'équipe du soir aussi, en passe-temps. Il vous l'a pas dit. Oh là là. Pierre, du coup, je vais te laisser commencer vu que tu es l'auteur de la question.
Non, c'est vrai que là, j'ai pas trop mis le milieu, c'était un peu, voilà. Est-ce qu'il sera All-Star? Je pense qu'en fait, il sera au niveau d'être All-Star, mais qu'il le sera peut-être pas, parce que, comme on l'a dit juste avant pour Donovan Mitchell, il y a énormément de monde. Et d'ailleurs, on avait oublié DeMar DeRozan. Donc, peut-être pas qu'il sera, mais je pense qu'il fera une grosse saison avec les Spurs, qu'il s'adaptera bien, et qu'en plus, vu le nombre de blessés qu'ils ont sur les postes de meneur arrière, il va avoir beaucoup de responsabilités, comme prévu, et il va devoir beaucoup scorer, avoir beaucoup de ballons en main. Donc, je pense que DeMar DeRozan devrait plutôt bien s'adapter à son environnement Spurs, mais ne deviendra pas médiocre. On sait qu'Alan, tu as séché, c'est le bon terme, hein, séché Pas du tout. les Spurs. Donc, est-ce que tu veux quand même continuer sur la même lancée ou... On va continuer. Non, il sera pas All-Star. Et en fait, il sera pas médiocre, mais il sera DeMar DeRozan, en fait, entre les deux. Ah, c'est quand même un bon... Ouais, c'est dur. C'est quand même un bon joueur NBA. Hein. Oui, c'est un bon joueur NBA. Un très très bon joueur NBA. C'est juste qu'il est pas... Oui, Très très bon joueur NBA, mais plus que... Bon, là, je rigole, je suis méchant. Plus que... C'est surtout la concurrence, comme on l'a dit. Et parce que je vois pas les Spurs en playoff, en fait. Donc, il y aura pas de raison de leur donner un joueur au All-Star Game. J'ai une théorie, je vais en parler maintenant, mais je fais dévier un petit peu la question pour qu'on parle des Spurs genre 2 minutes, même si là niveau timing, vous avez passé beaucoup de temps sur Orlando. Bref, c'est intéressant Orlando. C'est 2 mots que je ne pensais jamais être associés. Orlando est intéressant. Continue. On voit les Spurs, il y a blessure des gens Murray, etc. Est-ce que on peut, et moi c'est ce que j'anticipe, Popovich il va métamorphoser son équipe d'un profil défensif à un profil ultra offensif. C'est ce qu'il a en fait comme type de joueur. Et je me dis que DeRozan il pourrait faire une sacrée saison en s'éclatant en fait du côté des Spurs avec Popovich qui retransforme encore tout ça. Enfin, c'est comme ça que je pense les Spurs à l'heure actuelle. Ça ne vous... C'est intéressant. Voilà. C'est intéressant. Parce que on parlait de la défense des Spurs tu vois, la semaine dernière. Si Popovich il se dit bon j'ai Aldridge, DeRozan, Patty Mills et tout, c'est pas des défenseurs. Je rebascule en attaque, et si tu fais un jeu offensif sous la patte Popovich avec DeRozan qui reste un très bon joueur de saison régulière puisqu'il peut s'amuser contre les joueurs de saison régulière sans être trop critique avec lui, je pense qu'il peut faire une très bonne saison régulière. Après, est-ce qu'il sera option 1 des Spurs? Est-ce que ce sera pas Aldridge? Peut-être qu'à fin de saison ça a peut-être basculé, mais oui, début de saison je pense que ça sera encore Aldridge. Puis pas oublier que DeRozan il est parti, il a pas aimé quitter Toronto et Drake, donc je pense qu'il a une petite envie de vengeance. C'est vrai ça aussi. Peut pimenter tout ça. Pas faux. Du coup, je pense que après ma théorie qui vous a laissé pantois, pantois, faudrait pas utiliser ça quand t'as moins de 50 ans, c'est pas un mot. Bref, on va marquer une pause, on va se retrouver juste après cette pause pour la seconde partie, la rafale de questions. Seconde partie, rafale de questions. Alors là, une question que je vais faire volontairement dévier parce qu'elle demande quelle est l'équipe la plus susceptible d'exploser à la trade deadline. On a beaucoup parlé de cette équipe-là. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les Hornets sont en pole position. Ouais. Ok, donc je fais dévier volontairement la question avec une sous-question que j'ai moi-même presque imposée. Je me suis dit on sait que les Lakers et les Browns en ce moment, voilà, c'est peace and love, feng shui, etc. On va pas jouer vraiment, enfin, on est prêt à prendre le temps, etc. Dans un scénario où les Lakers sont à, disons, 6 matchs des playoffs le 15 janvier, est-ce qu'on peut vraiment croire que les Browns et l'organisation des Lakers, ils vont être assez patients pour accepter leur sort, ou ils vont pas vouloir tout faire exploser? Mais ça serait quoi, tout faire exploser? Tirer chercher un All-Star? Déjà trader les vétérans, s'en écarter, c'est déjà une première chose. Et pourquoi pas trader je pense que Lonzo et Ingram sont intouchables à juste titre, mais un Kuzma qui pourrait peut-être moi je les avais dans ma liste, les Lakers, moi. Voilà. Donc ouais, je les vois potentiellement, si ça marche pas du tout, si ça se passe mal avec LeBron, ou si l'équipe avance pas et que les jeunes prouvent pas, potentiellement tout exploser, ouais, pour aller chercher un All-Star. Parce que moi je crois pas en la théorie du on va attendre tranquillou, si on est 7ème ça nous plaît, j'y crois pas ça. Si il y a un moment où ils voient même qu'ils sont en dehors des playoffs, je pense que LeBron peut dire bon c'est bien gentil mais maintenant rideau. Oui quand même.
Faudra quand même qu'on fasse nos classements parce que j'ai du mal à représenter même moi-même qui je mets en play-off ou pas, tu vois. Ça sera fait, Pierre. Ça sera fait dans les prochains jours. Mais oui, c'est super difficile. C'est l'année sans doute la plus difficile que pour l'instant. Il y a des fois, je me dis les Lakers sont en play-off, des fois non, des fois certains non, enfin, tu vois, il faudrait que j'arrive à poser ça fixement, on va dire, parce que j'ai trop de mal à voir qui a vraiment le potentiel pour y aller. Bah, on reste en play-off du coup, et là on va devoir faire des choix. Combien d'équipes de la division Nord-Ouest seront en play-off cette saison? Petit rappel, la division Nord-Ouest est composée d'Utah, Oklahoma City, Denver, Portland, Minnesota. Moi j'ai les 4 que j'ai cités en premier, c'est-à-dire tout le monde sauf Minnesota, même si vu qu'il y a le vrai faux retour de Butler, on sait pas trop. J'ai pareil, moi. Pareil. Pas trop compliqué malheureusement avec ce qui se passe en ce moment, quoi. Bah, tu peux débattre sur Denver, hein, ou sur sur même les autres équipes. Vu la densité de l'Ouest, tu pourrais te dire que certains n'y seraient Denver, pas. moi je suis plutôt convaincu qu'ils vont y aller. Hein. Ça me fait d'ailleurs très peur à quel point je suis convaincu dans Denver. Moi je suis moyennement convaincu, sûr. tu vois, je les vois, mais je suis pas si serein que ça. Donc ça fait déjà 4 avec Mini ou moi. Alors là ça paraît totalement fou, mais tu sais jamais, enfin on n'est plus à une surprise près. Si jamais Butler part pas, enfin on sait pas trop, mais là Minnesota c'est un peu kamikaze de parier sur eux à l'heure actuelle. Mais en tout cas 4 équipes ça reste la meilleure division de la NBA, il y a pas trop de soucis là-dessus, rien d'autre à rajouter. Je vais pas vous demander de les classer parce que là je sens qu'on est parti. Alan mettrait Utah 4 déjà, donc 4 sur les 4. Donc Joel Embiid peut-il refaire une saison quasi pleine? Titre d'indication, 31 matchs durant sa saison rookie, 63 durant sa saison sophomore. J'ai envie de te poser la question, Pierre, parce que c'est toi qui as écrit cette question-là, je crois. Et que je suis assez... Quasi pleine, ça veut dire quoi? Bah là, 63 pour moi, c'est une saison quasi pleine. Je le vois faire à peu près le même type de saison, c'est-à-dire pas avoir de grosses blessures, éventuellement, vu son profil physique et ses antécédents, avoir pas mal de petits bobos ou des fois où il est laissé au repos. Mais je le vois faire une très grosse partie de la saison. Et on a déjà parlé de ça en interne, mais moi j'aimerais que maintenant il travaille vraiment physiquement, qu'il devienne... en fait, qu'on voit qu'il soit fit et qu'il soit à 100% physiquement. Voilà, c'est juste ça maintenant que j'attends de lui et qu'il ferait pour moi passer peut-être un cap encore supplémentaire. Qu'est-ce que t'en penses, Alan? Toi, dans ton intérêt, c'est le moins de matchs joués par Embiid, le mieux tu te portes. Tout de suite. En fait, plus qu'il fasse une saison quasi pleine, j'attends qu'il arrive en play-off et qu'il soit plutôt fit, ouais. Qu'il subisse pas une série play-off comme je trouve qu'il a subi la série face à Boston. C'est peut-être dur ce que je dis, mais saison régulière, voilà, je me fais pas trop de soucis pour lui. Comme a dit Pierre, ça a l'air d'aller. Après qu'il arrête peut-être de faire des conneries en dehors du terrain, à tenter des ciseaux retournés sur de la terre battue au Cameroun, ou faire des choses comme ça, ça me fait peur à chaque fois pour lui. Donc la saison elle sera pleine pour moi si en play-off il est fit. Je retourne un peu la question, mais la saison c'est pas que saison régulière pour moi, ils seront en play-off et ils auront besoin de lui pour d'être à un bon niveau physique pour peser sur les séries. Moi je pense qu'il peut l'être, et si on revient légèrement sur la saison régulière, contrairement à la saison dernière, il va pas vraiment avoir besoin de lutter. Parce qu'il faut se rappeler qu'avant cet énorme run là, de fin de saison, ils étaient un petit peu à la lutte pour les playoffs. Là, cette année, ils s'affirment quand même comme des favoris à l'Est. Je pense qu'ils vont pouvoir gérer Embiid, en fait. Un peu ce qu'ils ont fait durant sa saison rookie en moins extrême, mais pas lui faire jouer certains back-to-back, ce qu'ils ont aussi fait durant sa saison sophomore, hein, mais pas lui faire jouer certains back-to-back vraiment gérés. Et moi, je suis plutôt, c'est peut-être de la méthode Coué, mais je suis plutôt serein à ce niveau-là. J'espère que c'est derrière lui. Après, c'était plutôt à la fin de la saison qu'il a loupé des matchs, non? Justement, quand ils ont fait une grosse série sans lui. Donc, il aurait dû arriver avec du jus à son retour en play-off. Ouais, mais tu vois, il a dû se remettre dans le bain, et se remettre dans le bain en play-off, c'est pas facile. C'est vrai aussi. Mais moi, je suis plutôt serein à ce niveau-là. J'espère que, comme tu l'as dit, Alan, ses problèmes sont derrière lui. Question suivante. DeMarcus Cousins ou André Iguodala pour compléter le quatuor ultime, le 5 ultime des Warriors. Cousins. Iguodala. Ah bah allez, clash. Pourquoi Cousins, Pierre? Parce que je sais que l'équipe sera peut-être potentiellement moins forte défensivement, peut-être moins complémentaire, mais c'est l'équipe que j'ai envie de voir et qui aura il y aura le plus de talent intrinsèque sur le terrain.
Iguodala se repose le plus clair de la saison pour les playoffs. Il vieillit, on sait pas dans quel état de forme il sera et qu'est-ce qu'il va encore donner cette année. Mais j'ai envie de voir ce 5-là, moi, avec Cousins, en fait. Et c'est ce 5-là qu'on vend, qu'on dit, ils ont cassé la NBA parce que ils ont trop de joueurs, machin. Bah, c'est avec Cousins. Donc c'est ça que j'ai envie de voir. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de fou? Alan? Déjà, je pense que on le verra pas en saison régulière. On le voit de moins en moins, ce qu'on appelle leur Hampton 5. C'est pas quelque chose que Kerr fait de moins en moins parce que, Green est plus en difficulté défensivement, comme on en a parlé il y a 3 semaines, je crois. Et alors ça peut paraître fou, mais pour aider Green et tout ça, je pense que c'est mieux de mettre Iguodala défensivement pour que l'équipe marche bien, avec KD qui sera plus décalé en 4, plutôt qu'un Cousins qui, alors moi je rentre pas dans les trucs de il va demander ses ballons, il défend pas et de compagnie, ça je pense que ça c'est pas d'actualité. Je pense juste que l'alchimie de l'équipe, ça marche beaucoup mieux, ça va mieux marcher avec Iguodala parce que c'est le meilleur 5 de l'équipe, de la meilleure équipe que j'ai jamais vue de ma vie, donc voilà, tout simplement. Que je pense que Pierre, c'est plus qu'il a envie de le voir plutôt que qu'il pense que ça va mieux réussir. Mais après, si Cousins revient à son niveau de avant sa blessure l'année dernière, c'est injouable. Même qu'il y ait un ballon machin ou les critiques que tu veux, c'est vraiment injouable. Je pense plus du côté de Pierre, moi. Parce que t'as dit un truc, Alan, et je suis pas d'accord avec ça. On voit mal Hampton 5, mais c'est parce qu'Iguodala il joue 3 semaines dans la saison en fait. Enfin, Pierre l'a dit, mais je suis d'accord. Il se repose, mais en fait, Iguodala il se repose à chaque saison régulière et d'année en année, la période où il est à fond, elle est de plus en plus réduite. Il a 35 ans. Maintenant, j'estime que je sais pas si on va revoir vraiment le Iguodala de moi, j'ai des doutes aussi. 2014. J'ai des gros doutes. Et à ce niveau-là, je me dis Cousins, c'est injouable. Ils peuvent marquer à chaque action s'ils veulent. Même si Cousins revient à 80%. Alors certes, le fit est peut-être pas parfait, mais il y a aussi ce côté galactique, quoi. Ça fait rêver 5 All-Stars sur le terrain. J'entends très bien. Question suivante. Qui fera le plus grand bond à l'offensive et defensive rating? Vous avez compris, il y a le mot rating dans la question, donc c'est Qui a posé cette question? Quelle équipe, en gros, va voir son attaque le plus évoluer, sa défense dans le bon côté? Équipe, bien sûr, séparément pour l'attaque et la défense. On va peut-être commencer par l'attaque. Moi, j'ai les Lakers, 23e la saison dernière. Je pense qu'ils peuvent monter entre 10 et 15, même si ils sont quand même sur une pace de 113 sur la pré-saison. Ils pètent des caps complets ils jouent vite. Ils vont peut-être pas réussir à jouer vite comme ça pendant les 82 matchs de saison régulière, mais avec une équipe, avec LeBron, pas mal de playmakers. Je pense qu'il faut qu'ils jouent vite, moi. Mais après, là, c'est trop vite, mais je pense qu'il faut qu'ils jouent vite. Mais mais avec les joueurs, oui, ils doivent jouer vite, mais est-ce qu'ils vont y arriver? Ah non, après, oui, c'est ça le problème, ouais. Moi, j'ai les Lakers. Mais 23e. J'ai les Lakers comme toi et j'ai en plus grosse cote Phoenix. Phoenix, on en a pas beaucoup parlé pendant nos previews, mais moi, c'est une équipe qui me fascine. Parce que je pense qu'ils vont ils vont juste être pénalisés par l'Ouest, mais ça m'intrigue. Je pense qu'ils vont être vraiment bons cette année. C'est possible, ouais. Alan, ton équipe moi, j'ai Boston. La propagande. Non, mais l'offensive rating était moyen, très moyen l'an passé. Je pense que et même avec Kyrie sur le terrain, c'était moyen comme me l'a rappelé Tom. Mais avec Hayward... On sent le sub, là. Non, pas du tout. C'est une discussion extrêmement intéressante et constructive. Avec Kyrie et Hayward, on sait comment Stevens peut faire ça. Je pense que les Celtics vont faire un bon offensive rating. Et côté défense, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, j'ai les Bucks 18e la saison dernière, et on sait que c'est un mauvais classement, parce que c'est mauvais quand tu as l'effectif des Bucks. Orlando. Non. Soyons sérieux 2 minutes. C'était marrant tout à l'heure, mais on peut arrêter de parler d'Orlando, merci. Et on sait bien que c'était à cause des schémas défensifs complètement à la rue de Kid. Budenholzer, historiquement, il a des bonnes défenses, il va les améliorer. Je pense qu'ils peuvent se glisser fin top 10. Il y a moyen. Ouais, les Bucks. Les Bucks, et moi j'ai Oklahoma City aussi, qui était que 9e, et je pense qu'ils peuvent remonter jusqu'au top 5, potentiellement. À voir comment revient Robertson, mais voilà. Ouais. J'ai du mal à trouver pour le defensive rating. Milwaukee, ça peut être pas mal, c'est vrai.
18e vu l'effectif. Ouais, c'est ça qu'il faut se demander. C'est plus qui va faire le bon, parce que d'ailleurs c'est co-titré dans la question. Mais c'est pas qui va être la meilleure défense, c'est qui était le moins bon et il va s'améliorer. Donc ouais. Merci de nous expliquer le concept du bon. Voilà, c'est rien. Et enfin, dernière question. Oh, c'est la dernière de nos questions. Après, on doit être à 4 heures presque de preview, enfin pas loin. Et elle veut dire, ça veut dire quelque chose de l'avoir mis en dernier. Quel sera le meilleur 5 au net rating des Pelicans? Alors, on va pas répondre à cette question. Je vous propose plutôt de lancer un hashtag, parce que c'est une question de Tom, ça. Ouais. Hashtag Tom assume. 2 mots, très simple. Il faut, les auditeurs, on est plusieurs centaines, il faut se mettre ensemble maintenant. Il faut que Tom assume que c'est un supporter des Pelicans. On a passé sur les presque 4 heures ou quoi, 3h30 de preview, plus que ça même. On a dû passer 10% de notre temps à parler des Pelicans ou d'Anthony Davis de près ou de loin. Il faut, au bout d'un moment, que Tom assume. Et on compte sur vous, les auditeurs. Hashtag Tom assume. Il faut exploser ces mentions. On est d'accord? Oui, je l'ai dit au début d'épisode, moi, c'est voilà. Il trompe Memphis avec les Pélicans. Non, puis il va dire qu'il préfère Anthony Davis et qu'il n'est pas fan des Pelicans, mais fan d'Anthony Davis, mais il est fan de Julius Randle aussi. Mais stricto sensu, il est aussi fan de Julius Randle. Il aime bien jouer Holiday. Et quand ton joueur préféré joue dans une équipe, malheureusement, t'es pour cette équipe-là à la fin. Tu te retrouves à être comme ça. Ou tu suis beaucoup cette Allen équipe. à un moment qui était aussi, Tom adore. Il y a Elfrid Payton. Ah non, pardon. Buddy Hield que Tom aimait bien aussi, je sais plus trop si c'est le cas. Enfin, oui, il aimait bien parce que c'est. Il y a une filiation Bahamas. Oui, c'est ça, je crois que c'était ça. Il y a une filiation des îles, tu vois. Filiation Caraïbes. Donc Tom, on te fait un message là, interposé, assume. Ça va, nous on est ouvert, on est en 2018, ça va on bien assume les relations extra-conjugales et t'as le droit, voilà, le divorce c'est accepté. Exactement. Le divorce c'est accepté. T'as même pas besoin de divorcer, si tu veux, tu peux toujours être pour Memphis. Tu peux faire une Lou Williams et avoir les deux en même temps. C'est vrai, c'est ça 2018, c'est faire une Lou Williams. Et c'est comme ça qu'on va conclure nos previews. Et je me suis fait une réflexion, les mecs, c'est qu'on va conclure l'épisode 132 et aller les 40 prochains épisodes, ça va être de la saison avec des matchs à avoir à regarder et tout. Ça veut dire que la saison reprend vraiment là. Là, ça fait un petit. Bon, je me suis pris un petit choc en écrivant ça, Céline, là sur mes fiches. Là, ça reprend vraiment. Chaque fois, on va avoir du basket à décortiquer par la petite pause du All-Star Game, mais il y a quand même du basket à décortiquer pendant le All-Star Game. Donc voilà, la saison est lancée après des previews qui assez longues peut-être. La semaine, j'en parlais avec Pierre de ça, mais peut-être que l'année prochaine on fera pas 3 épisodes ça. Enfin, on a le temps, on a 1 an pour tout ça. En tout cas, vous êtes prêts, j'espère, messieurs, pour une année qui s'annonce. Pas riche en sommeil, oui. C'est clair. Après, ça va. Vous avez Boston, Oklahoma City, ça va. Ça va. Ouais. Si je joue à la maison, Oklahoma. Et encore, des fois c'est... Non, je veux dire en résultat. Oui, en général, vous êtes dans les 7-8 meilleurs, quoi. On est dans le haut du panier, ouais. Ouais, exactement. Genre, Alan, t'es quand même mieux qu'un supporter des Kings qui doit se lever à 4h30 du matin. Ouais, oui. Tu vois, niveau comparaison, on est mieux. Et comme je l'ai dit dans l'intro, petit rappel, on est maintenant sur Spotify. On vous invite à nous suivre là-bas. Si vous écoutez de la musique sur Spotify, c'est encore plus simple que d'aller dans une autre appli pour écouter les podcasts. Enfin, si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à vous inscrire là-dessus, nous laisser des notes. On a 80 petites étoiles sur iTunes. Il reste quoi? Il reste 6 semaines avant la fin de l'année. On y croit. On nous met des petites étoiles sur iTunes. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, laissez 5 étoiles sur iTunes, ou 4, mais 5 c'est quand même mieux. Et on va conclure cet épisode. Vous commencez à connaître. On a eu quelques retours positifs par rapport à ça. Oula. Oui, c'est vrai. Oula. Comment t'as pu oublier ça, Pierre? Dernier épisode. Moi, c'est ma 3e. Et je pense pas que ça va être qualifié comme une prédiction folle, mais bon, au bout d'un moment, c'est ma 3e. Allons-y. Prédiction folle time. Bold prediction time, pardon. Pierre. Giannis Antetokounmpo sera en triple-double de moyenne cette saison. Alan. Boston va pousser Golden State en 7 matchs, finale NBA.
Je peux pas rester sérieux là. Les Spurs ne vont pas faire les playoffs. Et nous, on vous souhaite un bon début de saison. À plus. Salut. Salut.